ABK Radio, l'interview. Nous allons rencontrer l'excellent docteur Yambé Timba, que nous prenons grand plaisir à retrouver ce matin. Docteur, bienvenue sur ABK Radio, bienvenue chez vous. Bonjour mon frère, c'est toi que nous prenons grand plaisir à retrouver ce matin. Hein? Oui, on va dire ça, on se comprend, docteur Yambé Timba. Alors, maintenant que cela est dit, c'est vrai que nous n'avons pas eu l'occasion de débriefer votre lettre aux jeunes bacheliers, vous qui leur avez dit en filigrane que ils étaient désormais à la ligne de départ de l'immortalité et des destins hors du commun, mais aussi de l'oubli par l'histoire. Et j'ai trouvé que par certains égards, votre lettre à vos petits frères était une lettre un peu qui pouvait créer de l'anxiété dans leur esprit. Oh, mais écoutez, l'idée, ils sont déjà des adultes. Il n'est plus le temps où on leur parlait comme à des enfants est terminé. Le temps du lait et des dents de lait est révolu maintenant. Il faut leur parler comme des hommes et des femmes et leur expliquer que nous comptons sur eux. Et quand vous parlez à un soldat, parce que ce sont les soldats de l'Afrique libre, développée, puissante, sécurisée de demain, nous leur parlons comme on parle, comme le sergent ou le sergent-chef, il parle à ses soldats, à ses élèves soldats. Donc, ils doivent être conscients que maintenant, il y a deux portes. Il y a celle qui va les conduire à l'immortalité et il y a celle qui va les conduire à l'oubli. Ça, c'est ce qui attend tous les adultes. Donc, à eux de choisir la porte la meilleure pour eux. Ben voilà. Parce qu'ils sont et ils ont les armes pour faire le bon choix. Absolument, absolument. Ils ont un baccalauréat, c'est la base pour savoir faire des choix dans la vie. Alors, docteur Yambé, ce matin, si on parlait des choses du sommet également, pour rester dans le jargon, cette fois-ci le sommet Russie-Afrique, on a appris des choses, des résolutions en sont sorties. Désormais, tout détenteur de passeport diplomatique pourra se rendre en Russie sans avoir besoin d'en demander. Le Cameroun a réussi à obtenir de la Russie, via son président Paul Biya, que cela se fasse, en espérant que d'autres citoyens puissent en profiter bientôt. Est-ce qu'entre autres retombées de ce sommet, on peut dire que c'est déjà énorme d'avoir eu droit à ce genre de résolution? Il faut toujours commencer quelque part. Les plus longs voyages commencent par un simple pas. Peut-être qu'on a besoin de beaucoup et que nous avons particulièrement besoin d'un ciblage très fin dans nos relations avec la Russie, pour que ça puisse particulièrement toucher trois domaines. Le domaine de la formation en sciences et techniques, ce qu'on appelle les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, pour que nous puissions disposer d'une main-d'œuvre hautement qualifiée dans les domaines de l'ingénierie et des sciences, et pour que notre pays donne tout le potentiel qu'il ait le sien en matière de développement technologique et en matière d'invention scientifique. Il y a les deux autres domaines que son pays absolument développe son industrie, et les pays à l'industrie développée comme la Russie. Je rappelle à la plupart des gens que dans beaucoup de domaines, la Russie a au moins 20 ans d'avance sur l'Occident qui bavade plus. Et que la Russie, avec l'équivalent de la moitié de la population des États-Unis, produit 3 fois plus d'ingénieurs. Ça veut dire, et 3 fois plus de scientifiques. Ça veut dire que la Russie fait beaucoup plus de recherches fondamentales, beaucoup plus de recherches appliquées. Et surtout, le fait d'avoir 3 fois plus d'ingénieurs lui permet, en tenant compte des proportions, de produire davantage. Aujourd'hui, par exemple, on sait que l'industrie militaire russe produit 4 à 5 fois plus rapidement et en plus grande quantité que l'industrie militaire des États-Unis. Donc, nous avons besoin de travailler avec des gens comme ça pour développer notre industrie, et qui est en même temps une industrie très variée, une industrie dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, mais également dans le secteur dans le secteur minier, dans le secteur des industries de transformation et dans des secteurs de haute technologie. Nous avons besoin de développer ça. Et puis, il y a une troisième chose qui est une coopération financière qui va nous permettre de soutenir notre industrie et la qualité des formations chez nous, mais également le décollage économique, pas seulement du Cameroun, mais de l'Afrique centrale et en particulier et de toute l'Afrique où on parle le français et utilise le franc CFA. Nous savons déjà, par exemple, que la Russie et les BRICS ont trouvé un moyen pour le Centrafrique de pouvoir lancer son exploitation minière
sans que 50% de ces devises restent dans le compte d'opération du Trésor français. Tout cela, cette coopération doit être étendue pour que ça profite à toute l'Afrique où on parle français et utilise le franc CFA parce que c'est l'un des verrous du néocolonialisme que nous subissons et qui est à l'origine de tous les coups d'État et de tout le désordre qu'il y a dans notre région, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et qui s'étend un peu partout d'ailleurs en Afrique. Donc, le fait qu'on commence par les passeports, peut-être que c'est pour faciliter les négociations pour les officiels afin d'aller rapidement, quand on sait par exemple que le deal autour de la Sonara impliquait les Russes, mais est presque en stand-by alors qu'on aimerait pouvoir avancer parce que 700 milliards de subventions par mois, par an, au lieu de 1000 à 1500 milliards pour réhabiliter et la Sonara et augmenter, accroître sa production, c'est quand même beaucoup plus utile de cette deuxième solution que de faire des subventions. Donc, c'est un début. On espère que c'était des préalables administratifs à côté de tout ce que nous avons déjà avec eux sur le plan de la sécurité et le plan de la formation universitaire. On espère que cela va ouvrir des portes encore plus grandes et permettre d'aller chercher des choses encore plus variées et beaucoup plus ayant un impact direct sur les questions de l'emploi, de l'industrie et de l'agriculture chez nous. Et pas seulement de l'agriculture en tant qu'alimentaire direct, pour ne pas parler de blé. Certains estiment que les pays africains sont allés glaner du blé en Russie. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un peu réducteur d'analyser cette rencontre sous ce seul prisme-là? C'est réducteur et même déformant, non? Disons que je crois que c'était pas bienvenu. Et beaucoup de ce quiproquo vient surtout de l'interprétation malheureuse des propos du président Ibrahim Traoré. Je crois que lui posait le problème d'un point de vue général en disant que l'Afrique devrait dépasser rapidement ce stade pour que les relations entre pays africains et autres pays du monde, et même entre pays africains, soient des relations beaucoup plus constructives avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc, c'était pas quelque chose de, si vous voulez, dans le temps limité à l'année actuelle où particulièrement à la visite des 6 chefs d'État, des 4 chefs d'État africains qui s'étaient rendus en Russie dernièrement, sauf d'autant plus que ces 4 chefs d'État ont parlé de tout, sauf de cette chose qui n'était pas intéressante parce que les gens ont cru que ça portait sur l'accord céréalier. Sur l'accord céréalier, l'Afrique, c'était autour de entre 300 000 et 625 000 tonnes de blé ou de céréales sur 33 millions. Donc, vos confrères russes m'ont interviewé sur la question et mon point de vue c'était que ce n'était pas du tout stratégique, ça n'avait aucune importance stratégique pour les Africains et donc naturellement ce n'était pas de cela qu'ils étaient vraiment allés parler. On sait par exemple qu'un pays comme le Sénégal qui y était allé en fait négocier un certain nombre de partenariats stratégiques sur les minéraux et les industries, donc ce n'est pas de ça prioritairement dont ils ont parlé. Mais de manière générale, je crois que il est clair, il est constant que l'Afrique, en consommant ou en se mettant à consommer certaines céréales comme le blé, travestit ses traditions alimentaires. Et vous connaissez mon point de vue sur la question, c'est que l'Afrique doit conserver ses traditions alimentaires parce que vos traditions alimentaires sont une base économique et une base de développement scientifique, de recherche scientifique et de développement technologique qui vous permet d'avoir une place dans le monde. Donc, vous n'avez pas, par exemple, pour des gens qui vivent à Douala ou à Bangui ou, je ne sais pas moi, à Kinshasa, à commencer à consommer du blé ou même à Ouagadougou. Ceux qui sont dans la bande sahélienne consomment du mil, du sorgho, etc. Ceux qui sont en forêt consomment les racines, les tubercules qu'on trouve en forêt. On n'a pas besoin de changer nos traditions alimentaires parce que les autres, ce qu'on appelle l'arme verte, ce qu'on appelle là on va chercher des céréales, mais c'est ça, c'est leur agriculture, c'est leurs traditions alimentaires. Pourquoi est-ce que nous sommes obligés de pérenniser la colonisation qui nous a apporté tout ça et nous mettre en difficulté nous-mêmes alors que la chose dont nous avons besoin, dans des cas de pays comme le Cameroun, c'est de produire des taros, du macabo, des ignames, du mil et du sorgho, etc. À ce moment-là, nous n'aurons pas besoin d'aller parler de blé, de soja à travers le monde. On perd du temps. Voilà le fond du propos du capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, il est clair et évident que les discussions avec les Russes, si elles portent sur les questions agricoles, devraient porter sur la production, sur l'industrie, c'est-à-dire la production d'intrants
agricole, d'intrants agronomiques, la production de produits phytosanitaires, les chaînes logistiques pour gérer la distribution la distribution de la production qui aura été boostée en amont par tout ce qui est intrants et produits phytosanitaires, grâce à un certain nombre d'usines qui pourraient être construites. Et le Cameroun prévoit par exemple de construire 3 usines pour produire de l'urée, donc l'élément de base des engrais. Donc, voilà les discussions porteuses à valeur ajoutée qu'on doit avoir avec la Russie. La Russie, c'est 2500 milliards de dollars de réserves d'échange en ce moment, 2500. Donc, quand nous allons discuter avec la Russie, même si on gratte 25 milliards, c'est 1 millième. C'est 1 centième, ce serait pas trop demandé à la Russie. Mais c'est à nous de poser les problèmes, de les structurer, de les formuler de manière cohérente pour être sûr que ce que nous posons sur la table indique à la Russie à la fois que nous avons confiance en elle et deux, que nous lui demandons de continuer le travail qu'elle a commencé depuis les années pas seulement 40, 50, 60 lors des guerres d'indépendance, mais depuis, par exemple, la fin du 19e siècle, quand elle est venue au secours de l'Éthiopie contre l'Italie. Donc, nous avons besoin de bien spécifier ce dont nous discutons avec des pays comme la Russie. Le tout n'est pas sécuritaire, aller acheter des armes, etc. C'est très bien pour la Russie, mais la Russie annonce aussi qu'elle est prête à accompagner les pays africains dans le domaine industriel, dans le domaine de la formation des cadres, dans le domaine, par exemple, spatial, par exemple. Mais est-ce que nous avons dit à la Russie de façon précise quels sont nos besoins, quelles sont les attentes de nos populations? Je voulais demander dans l'ordre des priorités, qu'est-ce que l'Afrique, pour ne pas dire le Cameroun, devrait en priorité demander à un pays comme la Russie? Il y a 3 choses, c'est par elles que j'ai commencé. Si nous sommes préoccupés par les questions de transfert de technologie, le développement industriel, etc., nous sommes au niveau où il nous faut des ressources humaines de qualité. Un pays comme le Cameroun en a à suffisance, peut juste les recadrer, créer des conditions d'intégration et de mise en niveau ou d'adaptation. Mais nous devons intensifier la formation technique de nos cadres. Il faut laisser les gens qui ont les bourses pour aller étudier le droit, la littérature, des choses comme ça, pour étudier ça au Cameroun. Nos universités savent faire ça. Ou, je sais pas moi, l'économie générale, on sait faire ça. Il faut donner 90% de bourses d'études aux étudiants dans les domaines scientifiques, dans les domaines de la technologie, donc de l'ingénierie. Là, voilà les demandes que nous devons faire à la Russie. La Russie, c'est 35 000 étudiants avec une capacité de 10 fois plus, 350 000 étudiants étrangers. C'est à nous de formuler comment nous allons le faire, pas nécessairement en déplaçant les étudiants pour aussi avoir des campus délocalisés dans nos pays. C'est à nous de voir. On peut faire du knowledge management avec un pays comme la Russie, c'est autour de 200 000 ingénieurs, anciens professeurs d'université qui sont à la retraite. Ces gens-là, nous pouvons voir comment les faire venir dans nos pays pour former les scientifiques et les ingénieurs dans nos pays. Nous avons l'autre domaine prioritaire, c'est l'industrie. Il faut transformer les produits locaux, les mines, tout ce qui est ressources naturelles chez nous, mais il faut booster également l'agriculture parce que sans la sécurité alimentaire, vous n'avez pas de sécurité nationale. Mais pour que tout ça se fasse convenablement, l'industrie et les infrastructures comme les voies ferrées, comme les routes, etc., que nous n'avons pas parce qu'après, il faudra désenclaver les bassins de production. Il faudra même amener les engrais et les produits phytosanitaires qu'on produit là-bas. Donc, il faut faire des routes, il faut faire des voies ferrées, etc. Je rappelle aux Camerounais que Douala et Bangui, par exemple, c'est 1450 km. On est entre 72 et 96 heures. Avec une voie ferrée, on est entre 7 et 10 heures. Si vous prenez Douala-Garoua, si on avait une voie ferrée qui était une voie ferrée normale, une voie ferrée aux normes, on ferait Douala-Garoua qui fait à peu près 1700 km. On le fait aujourd'hui à plusieurs jours, mais on le ferait normalement avec une bonne voie ferrée à moins de 10 heures. Donc, c'est-à-dire que dans la journée, vous partez de Douala le matin, vous arrivez à Garoua en milieu d'après-midi. Le problème que nous avons, c'est qu'il faut cette vision qui propulse, qui pose les choses de cette façon. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Nous devons avoir une vision qui réorganise l'espace, qui construit le pays. Donc, vous avez ces deux secteurs prioritaires et enfin, vous avez le troisième qui est la question de la monnaie et des systèmes de paiement. Il faut qu'on sorte du franc CFA. Il faut qu'on sorte du franc CFA. Il faut qu'on sorte du franc CFA. C'est l'une des dernières clés du néocolonialisme. C'est ça qui fait qu'un pays comme la France a de l'influence sur les secteurs, sur l'économie
de 15 pays en Afrique, alors que ce pays-là, malheureusement, n'en a pas la puissance. Elle n'en a pas, un pays surendetté. Donc, il faut qu'on sorte du franc CFA. Et on peut travailler donc avec les Russes et les BRICS sur leur nouvelle monnaie, sur des systèmes alternatifs au franc CFA, pour pouvoir avancer. D'accord. Il faut considérer les trois priorités. Après, la sécurité est quelque chose de commun, sur quoi je travaille depuis longtemps. C'est pour ça que je ne vais pas revenir dessus. Docteur Yambé, vous avez évoqué la France, vous avez évoqué le CFA. Il y a une certaine opinion qui pense que l'infantilisation de l'Afrique qui doit toujours se déplacer pour aller répondre à l'appel des puissants, à savoir auparavant la France, aujourd'hui la Russie, et pour combien de temps encore. Demain, qui ce sera? Certains subodorent déjà la Corée, si ça ne marche pas avec la Russie, de toujours chercher un maître, et tout ça semble problématique pour certains. Mais là n'est pas ma question. Ma question, c'est celle-ci. À l'échelle de la coopération avec ces pays-là, la Russie étant un État-continent quand même, disons-le pour l'information des auditeurs, est-ce qu'il n'est pas plus bénéfique pour le Cameroun ou l'Afrique de dealer, entre guillemets, de traiter avec la Russie, État-continent, plutôt qu'avec la France? Alors, je vais commencer par là où vous avez commencé, par permettre de mieux répondre à votre question. D'abord, ceux qui disent cela ont du mal à percevoir les enjeux géopolitiques aujourd'hui. Le fait d'aller en Russie n'est pas changer de maître. La Russie n'est pas arrivée ici avec les canons en prenant des esclaves, en violant nos grands-mères, en bombardant partout, en brûlant partout. Moi, mon grand-père a été tabassé à mort, Yambintiba, parce qu'il a sauvé la vie de Wandje et Moumié par les Français. Est-ce que les Russes ont déjà tabassé les gens comme ça chez nous? La Russie est arrivée ici invitée par les pays africains, étouffée justement par la prédation et la domination coloniale française. Lorsque l'UPC traitait avec l'URSS, c'était pour se débarrasser de la France. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on n'avait pas encore eu l'opportunité de nous asseoir et de discuter avec la Russie comme il se doit. Enfin, à l'époque, l'URSS, mais surtout aujourd'hui avec la Russie, qui est son héritière. Donc, il se trouve que sur le plan géopolitique, ce sommet, par exemple, à Saint-Pétersbourg, est une défiance, est une marque de défiance. C'est pour montrer à quel point les Africains, avec toutes les difficultés qu'ils ont subies, c'est pour montrer qu'ils ne veulent plus d'un monde ancien qui est un monde de domination. Ils vont vers un monde de liberté, vers des partenaires qui les traitent d'égal à égal et qui veulent établir une coopération gagnant-gagnant avec eux, une coopération parce qu'en même temps, ils font partie de ce qu'on appelle en géopolitique les alliés objectifs. Nous avons les mêmes ennemis, les mêmes pays qui s'opposent à notre développement, les mêmes pays qui s'opposent à notre liberté, les mêmes pays qui visent à installer leur prédation en Russie et qui ont déjà installé leur prédation chez nous. Donc, objectivement, nous pouvons nous mettre ensemble pour nous libérer de ces gens-là qui nous cherchent qui cherchent à dominer à la fois nos pays, continuer à dominer nos pays et à dominer la Russie. Donc, c'est un allié objectif. Maintenant, il y a les démarches tactiques et les démarches stratégiques. La démarche tactique consiste à aller en Russie aujourd'hui pour bien exprimer cela et pour rappeler à tous les autres que nous avons soif de liberté et nous marchons pour notre liberté vers la conquête de notre liberté. Vous vous souvenez bien que les pays comme le Centrafrique ne seraient pas là aujourd'hui. L'Algérie ne serait pas là s'il n'y avait pas la Russie. L'Afrique du Sud même, l'Angola. Donc, il faut comprendre que nous sommes en train d'avancer et la démarche tactique veut qu'on rentre dans ces sommets-là. Mais il y a maintenant la démarche stratégique. Et la démarche stratégique interpelle particulièrement les Africains. Vous avez parlé d'État-continent. Il faut que l'Afrique se restructure sous forme de continent, sous forme au moins que nous ayons des États sous-régionaux, mais pas des petites républiques là de 2, 3 millions, 30 millions d'habitants. On ne va pas s'en sortir. Parce qu'au fond, comparé à la France, l'Afrique, c'est quoi? La France, c'est 500 000, un peu plus de 500 000 kilomètres carrés. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions, ça veut dire 60 fois. 60 fois la superficie de la France. La France, c'est 66 millions d'habitants. L'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants. L'Afrique, par contre, l'Afrique, c'est un endettement de 800 milliards de dollars, de 1000 milliards de dollars à peu près, toute l'Afrique. La France, c'est 3200 milliards de dollars d'endettement. Il n'y a rien à faire là-bas. Il n'y a absolument rien à faire là-bas. Or, si nous avons seulement un État, comme par exemple l'État de l'Afrique, de la CEAC,
Ça fait 7 millions de kilomètres carrés, ça fait près de 300 millions d'habitants, ça fait l'équivalent en termes d'exportation de matières premières. Et vous comprenez pourquoi l'Occident nous vole. Ça fait 7 500 milliards de dollars d'exportation de matières premières en 2021. Mais demandez aux Africains de la CEAC combien ils ont eu. Même pas 10%. Tout leur PIB était seulement de 571 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays tels que nous sommes tout petits, le système international nous vole en fait. Il va donc falloir que nous puissions nous organiser en grands ensembles. Et lorsque vous êtes quand même le président d'un pays qui a 300 millions d'habitants, un petit pays comme la France, quand elle s'assied devant vous, elle fait attention. Absolument. Mais quand vous arrivez là, vous avez 30 millions d'habitants comme le Cameroun, vous êtes le plus grand pays de la CEMAC. La France vous regarde de vous prendre de haut. De haut, malheureusement. Donc, nous avons cette dynamique. Oui, malheureusement, nous avons une dynamique des grands ensembles qu'il faut mettre en place. Il y a un projet de fusion CEMAC-CEAC. Ça doit être une fusion politique. Alors, Dr Yambé-Timba, on fait un petit tour au Niger, si vous en convenez. C'est l'un des pays qu'on présente comme étant les plus pauvres d'Afrique et donc forcément du monde. Mais il n'en demeure pas moins que les regards du monde sont tournés vers ce côté-là, avec notamment la CEDEAO pour rester sur le continent, qui donne une semaine à Tiani pour réinstaller Bazoum. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Niger s'est donc achevé à Abuja hier par un discours de fermeté. Ils disent, à savoir l'organisation régionale, que la junte a une semaine pour rendre le pouvoir à Mohamed Bazoum et Idriss Déby Itno, excusez du peu, se trouve à Niamey en tant qu'émissaire. Est-ce que l'auditeur peut comprendre tout cela? De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation qui semble dépasser l'entendement? Un président qui a été installé par des chemins de traverse, contesté par une partie de son peuple, qui est en train de vouloir établir le dialogue dans un autre pays où un autre a été débarqué par, on va dire, les armes. Il y a quand même, lorsque nos descendants reliront l'histoire de l'Afrique contemporaine, ils se demanderont si on marchait sur la tête. La CEDEAO, alors des chefs d'État s'asseyent, voient les gens mourir tous les jours au Sahel. Tous les jours. Il y a des attentats, il y a des gens qui meurent. Et ils voient un président qui est assis et qui donne une interview à des chaînes de télévision françaises en leur disant que lui ne peut rien. Vraiment, il ne peut rien faire contre le terrorisme. Donc, vraiment, il regarde seulement. Et le pays le pousse, les jeunes le poussent à dire, mais la France ne peut pas continuer à acheter 1 kilo d'uranium à 27 000 francs chez nous, alors que le même kilo d'uranium coûte entre 150 et 210 000 sur le marché mondial. Pire, les 27 000 que la France est censée verser au Niger, elle retient encore 50% dans le compte d'opération. Les jeunes lui disent, au fond, ça veut dire que ce pays-là perçoit exactement 13 500 francs CFA par kilo d'uranium, là où le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Australie, la Russie touchent entre 150 et 210 000 par kilo. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, ce genre de choses. Et donc, vous avez des chefs d'État qui ne viennent pas aider le Niger à se développer. C'est le dernier pays en Afrique. L'avant-dernier avant le Centrafrique, je crois. Donc, ils ne viennent pas l'aider, ils ne viennent pas le soutenir. Et puis, du jour au lendemain, il y a un coup de force perpétré par des militaires qui décident de changer la donne. Et là, la CEDEAO se réveille et se souvient qu'elle est une organisation sous-régionale. Sauf que la CEDEAO se donne des super pouvoirs qu'elle n'a pas. Ce n'est écrit nulle part dans la charte, dans les chartes, les documents fondateurs de la CEDEAO, qu'elle est censée intimer l'ordre, se mêler des affaires intérieures des autres pays, remettre les présidents en place, les enlever. Elle n'a pas le droit de faire ça. Ce même Bazoum, c'est lui qui avait révélé que aux gens, il avait dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça quand ces gars-là menaçaient, quand la CEDEAO menaçait le président de Guinée. Donc, en fait, la CEDEAO fait partie de toutes les façons, c'était l'idée travestie. Modibo Keïta pensait que c'était une union sous-régionale pour consolider la liberté de ces peuples-là, mais on a travesti ça par la suite et ça fait partie des instruments de néocolonialisme que nous avons sur le continent. Si la CEMAC et la CEAC ne se transforment pas rapidement, parce que c'est ce que ces instruments-là sont également, eh bien, on risque de maintenir encore tous ces instruments de néocolonialisme en fonction. Je crois que la CEDEAO devrait se calmer un peu. Ils ont beaucoup plus de choses importantes à faire. Il y a des pays qui n'ont pas à manger, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie ferrée.
les enfants n'arrivent pas à aller à l'école, il y a des problèmes de pandémie ou d'endémie, comme Ebola et le paludisme, il faut qu'ils s'en occupent. Ça, c'est des choses beaucoup plus importantes. Et on leur demande depuis 1980 de créer une monnaie qui s'appelle l'éco. Ils n'ont pas été capables en 40 ans de créer cette monnaie. Et la seule chose à laquelle ils pensent, c'est de se mêler des affaires de l'arrière-cour des sommes de présents. S'ils veulent aider leurs amis français, ils peuvent les aider. Mais vous ne pouvez pas aider vos amis français en détruisant vos propres voisins, vos propres frères. Le Niger a décidé d'en arriver là où il est arrivé. J'espère seulement que les armées de la CEDEAO vont aller se battre contre les soldats Wagner qu'on annonce là-bas. Parce qu'apparemment, c'est ça qui les intéresse beaucoup. Donc, je crois que, parce que certaines de la CEDEAO avaient voulu envoyer des soldats en Ukraine pour aller combattre la Russie. Donc, vous ne comprenez pas quelles sont les priorités de nos organisations locales. Et vous vous demandez, mais les gens qui dirigent ces organisations sont quand même des gens sérieux. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. C'est quand même des gens sérieux. Mais après, vous vous rendez compte qu'ils ont des choix idéologiques qui sont contre l'Afrique. Donc, ce que la CEDEAO fait là, de toute manière, le CNSP a averti. Tous ceux qui vont vouloir y arriver, ça va finir en bain de sang parce qu'ils sont déterminés. Avec les jeunes, vous avez vu comment les jeunes sont allés demander aux Français de partir. Ils sont allés demander aux Français de partir. Donc, s'ils veulent faire la guerre contre le peuple nigérien, ben, ils vont faire la guerre contre le peuple nigérien. Et le monde entier et l'histoire verront très bien que des Africains sont allés faire la guerre aux Africains pour protéger des intérêts français. C'est une chose incroyable. Et vous avez le président tchadien qui est allé, mais je crois qu'il a reçu une fin de non-recevoir et il est déjà rentré chez lui. Donc, je crois que le message était assez clair. Dans la recherche confuse de la liberté par les Africains, on va passer parfois par ces choses qu'on appelle des coups d'État. On va passer quelquefois par un certain nombre d'éléments de contradiction, comme par exemple dans des pays comme le Cameroun où il y a une grosse bagarre, et la figure que vous épeliez, vous énonciez tout à l'heure celle de John Frundi, ce sont des figures importantes qui n'ont peut-être pas réussi ce qu'elles voulaient, qui ne sont pas arrivées jusqu'au bout, mais il va y avoir de l'opposition entre les forces néocoloniales et les forces de libération. Il va même y avoir des gens qui vont changer. Un monsieur comme Biya, vous lui aurez dit d'aller en Russie en 2001, il n'y serait certainement pas allé. Bon, aujourd'hui, il a évolué, il a bien compris, le travail des panafricanistes a payé. Beaucoup parmi nous ont fait un travail énorme de sensibilisation du peuple sur le franc CFA, sur tout le mal que la France fait en Afrique, que l'Occident fait en Afrique. Et des gens comme Biya changent, vont en Russie et rendent hommage à la guerre de libération, alors qu'il n'y a pas quelque chose, un décret, une loi qui réhabilite, qui félicite, qui rend hommage à ceux qui se sont battus pour l'indépendance du pays. Mais c'est un premier pas. Nous devons savoir qu'en politique, nous devons être tolérants, nous devons être modérés, nous devons avoir une attitude constructive qui dit, même si on ne partage pas tout ce que quelqu'un fait, mais quand tu fais quelque chose de bien, on le prend. Là, dans le cas d'espèce, rendre hommage aux luttes de libération, dire que la Russie a aidé l'Afrique pendant les guerres de libération, c'est reconnaître que le choix, et féliciter le peuple russe pour ça, c'est reconnaître que le choix que Oumyové et ses camarades avaient fait à l'époque était le meilleur choix. C'était le choix judicieux, c'était le choix de la liberté. C'est ce que le Niger est en train de faire. Le Niger fait ce choix aujourd'hui. Il faut qu'on soit éclairé. On ne va pas attendre 60 ans pour voir un président nigérien aller finalement remercier la Russie, comme Paul Biya est allé remercier le peuple russe pour avoir soutenu les indépendantistes camerounais. Donc nous devons savoir que nous devons pouvoir dire à nos chefs d'État parfois, ils ont tort. Et là, dans le cas d'espèce, la CEDEAO a tort, mais je pense qu'ils n'oseront pas, parce qu'ils savent que s'ils osent attaquer le Niger, ils vont, ça va être un carnage et personne n'a envie d'avoir ça sur sa conscience. De toute façon, ils ont dit... Pas quant aux sanctions économiques et institutionnelles, ils ont fait ça avec le Burkina, avec le Mali, la Guinée-Conakry, ça n'a pas marché. Et comment vous pensez que vous répétez la même chose tous les jours et ça va produire des résultats différents? Ça n'a pas marché. Le Mali est beaucoup plus solide, le Burkina est encore plus solide, la Guinée se réorganise, donc ça c'est rien du tout. Je pense que ça ne marchera pas. Bon, on attend de voir ce qu'il en sera dans une semaine. Ils ont donné jusqu'à dimanche
qui arrive. Voilà. Merci infiniment, Dr Yambé Timba. Je vous rappelle, juste pour sortir, chaque fois que la CEDEAO a envoyé un chef d'État pour aller faire une médiation au cours des 10-15 dernières années, moins de 3 ans après, un coup d'État l'a renversé. J'espère que ce n'est pas ce qui va arriver à tous ceux que la CEDEAO envoie au Niger. Espérons, selon qu'on est d'un bord ou de l'autre, espérons que oui ou espérons que non. Ça dépend. Merci infiniment, Dr Yambé Timba, d'être passé par ici ce matin. C'est moi qui vous remercie. Avec un radio, de lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.